Et là, on arrive maintenant à la nuit du 30 au 31 janvier 1944. C'était un dimanche soir. Il est minuit 15. Je suis précise parce que j'ai le procès verbal de mon arrestation. Il est minuit 15. 3 gendarmes arrivent chez ma nourrice, tambourinent, la frappent, la réveillent et lui disent on vient chercher la petite juive qui vit chez vous. Vous savez, ma nourrice, elle est complètement dépassée. Elle dit mais c'est pas possible. Elle est effarée. Elle leur dit mais enfin, c'est pas possible. Vous n'allez quand même pas emmener cette gamine. Moi, j'ai à ce moment-là 14 ans et 2 mois. Eh bien, les gendarmes sont 3. Vous voyez, on a délégué 3 hommes pour m'arrêter. Eh bien, parmi les 3, il y a le brigadier qui est responsable des deux autres. Il lui répond sèchement, nous, on a des ordres. Si on ne la trouve pas, on emmène votre mari. Alors, elle vient dans ma chambre. On habite une petite maison de plein pied. Au bout, c'est ma chambre. Elle vient, elle m'explique. Elle me dit, les gendarmes sont là. Ils sont venus pour toi. Ils sont venus te chercher. Ils ont dit que si on ne te trouvait pas, on emmenait Paul. Paul, c'est son mari. Eh bien, je peux vous dire que la pensée, ça va extrêmement vite. Pendant qu'elle m'explique ça, j'ai immédiatement réalisé que dans ma chambre, sur le côté, il y a une porte-fenêtre qui donne sur le jardin, une porte-fenêtre que j'utilise tous les jours. Je peux me sauver par cette porte-fenêtre et aller chez les voisins qui sont assez proches. Et je sais qu'ils m'ouvriront parce qu'ils m'estiment bien, mais sans être vue par les gendarmes qui sont sur le devant de la maison. Mais quand elle me dit qu'on menace d'arrêter son mari à ma place, pour moi, il est absolument hors de question, impensable, de laisser arrêter son mari à ma place. Donc à ce moment-là, je baisse les bras, je dis bon, bah tant pis, je peux rien faire, je reste. Et là, ma nourrice revient et elle me dit les gendarmes m'ont demandé tu emmènes du linge de rechange pour quelques jours, et à moi, ils m'ont demandé que je prépare des vivres aussi pour quelques jours. Alors comme on est en plein hiver, je prends 1 ou 2 pulls, je fais un petit baluchon. Ma nourrice qui fait ses conserves elle-même n'a pas de mal à trouver quelques provisions qui se gardent. Elle prépare ça, mais elle s'en tient pas là. Vous voyez, c'est ma nourrice qui court chez les voisins d'à côté. Alors parmi les voisins d'à côté, les très proches, habite son frère. Elle réveille son frère. Et elle réveille également l'adjoint au maire de la commune. Alors l'adjoint au maire, c'est un monsieur qui a un certain âge, mais enfin une prestance, il s'exprime bien et tout. Il accourt, il discute avec le brigadier, et puis il lui dit, mais enfin, vous pouvez dire que vous avez eu un ennui avec la voiture, vous avez crevé un pneu. Vous pouvez quand même dire que quand vous êtes arrivé, la petite, elle était pas là. Eh bien, je vous ferai remarquer que ce n'est pas pour rien que le capitaine de gendarmerie a envoyé 3 hommes pour m'arrêter. On a toujours pensé que s'ils avaient été que 2, ils se seraient laissés convaincre, mais comme ils étaient 3, l'un a dû avoir peur de l'autre, ils n'ont rien voulu savoir, et ils m'ont embarqué. Malgré les supplications de ma nourrice et celles de l'adjoint au maire, ils m'embarquent. Alors ils m'embarquent dans la voiture dans laquelle ils étaient venus, c'était des tractions avant de couleur noire, la police circulait dans des voitures comme ça, et ils m'emmènent où? Ils m'emmènent à la gendarmerie dont ils dépendent, à Mel, à 8 km du village. Et là, il est déjà tard, les tractations ont duré longtemps, la nuit est avancée, il est déjà tard. Et bien on arrive à la gendarmerie, le capitaine de gendarmerie, il est là, il est debout, il est là, il est en haut des marches du perron, il attend. Vous voyez, il a lancé un ordre de mission, il veut savoir si ça réussit. Et le capitaine me fait entrer dans son bureau, me fait asseoir, et là, il commence à me cuisiner pour connaître l'adresse de mon père. Alors c'est pour vous expliquer, vous expliquer le zèle de ce capitaine de gendarmerie. On sait en arrêtant une gamine de 14 ans qu'on peut aussi avoir l'adresse du père qui est encore en liberté. Écoutez, à 14 ans, on n'est quand même pas des bébés, vous le savez. Il n'est pas question de donner l'adresse de mon père. Moi, je dis que j'ai pas de nouvelles de mon père. Je ne sais pas où il est. Alors, il insiste, mais enfin, quand même, ton père, il t'écrit. À la fin, à bout d'arguments, je ne sais plus quoi lui répondre. Je lui dis, mais monsieur, depuis qu'on a arrêté ma mère, je n'ai aucune nouvelle de mes parents. Alors, vous voyez, il ne m'a posé aucune question sur ma mère. Il est bien renseigné. Ma mère est arrêtée depuis 1 an et demi. Mais ce qui l'intéresse, c'est d'avoir l'adresse de mon père qui est encore en liberté. Et au bout d'un moment, il m'a pas brutalisé. Il a insisté, mais il m'a intimidé, mais il m'a pas brutalisé. Quand il a compris que je parlerais pas, il a arrêté l'interrogatoire. Et là, ces mêmes gendarmes, tous les 3, m'ont repris dans leur voiture et m'ont emmené dans la ville principale des Deux-Sèvres, à Niort, dans une sorte de dépôt qu'on avait organisé cette nuit-là pour parquer les gens qui avaient été arrêtés dans la région. Alors j'ai su après que nous étions 58 personnes, plus de femmes que d'hommes et pas mal d'enfants. Et là, nous sommes restés dans ce dépôt pendant 2 jours. On a dormi sur les lits de camp, on est resté là pendant 2 jours, et 2 jours plus tard, alors ces 58 personnes ont été escortés par 20 gendarmes, dont 2 gradés. Vous voyez que pour s'évader, ça aurait été difficile. Et ils nous emmènent à pied
à la gare SNCF de Niort. On a marché très peu, c'était très près de la gare. Et là, on nous fait prendre un train de nuit, et on voyage toute la nuit, et on arrive le lendemain matin à Paris. Arrivé le lendemain matin à Paris, on nous fait monter dans les vieux autobus qu'il y avait à l'époque, les autobus avec les grandes plateformes, et nous sommes conduits au camp de Drancy. Il y a peut-être des élèves qui ont entendu parler du camp de Drancy. Alors le camp de Drancy, qu'est-ce que c'était? C'était un camp d'internement situé dans la banlieue nord de Paris, la très proche banlieue de Paris, mais c'était surtout un camp de rassemblement. Pourquoi? Parce qu'on dirigeait, on expédiait à Drancy toutes les personnes juives arrêtées dans n'importe quelle région de France. Elles étaient acheminées sur Drancy, et c'est d'une petite commune à côté de Drancy que partaient les convois pour Auschwitz. Alors donc, on arrive donc le lendemain matin à Drancy. Moi, j'étais assez impressionnée parce que le camp de Drancy existe toujours. Il a été transformé maintenant en HLM. C'est quand même des grands bâtiments. Moi, je venais de la campagne, j'étais habituée aux petites maisons. Puis c'était très impressionnant. Il y avait beaucoup de monde qui courait dans tous les sens. J'étais assez impressionnée par ces grands immeubles. Et dès le lendemain matin, le groupe qui venions de Niort, nous sommes convoqués au secrétariat pour vérification d'identité. Alors moi, je présente ma carte d'alimentation que m'avait donnée ma nourrice. Alors vous savez, les cartes d'alimentation, c'est un petit bout de carton sans photo. Hein. Et là, on me dit non, ta carte d'identité, il faut. Alors je réponds, moi, j'ai pas de carte d'identité, j'ai pas 16 ans, je suis pas obligée d'avoir une carte d'identité, j'en ai pas. La carte était effectivement obligatoire à 16 ans, mais comme j'en avais aucune utilité, moi, j'avais pas de carte d'identité. Alors on commence à me titiller, à m'embêter. Comment, t'as pas de carte? Pourquoi on m'embête? Parce que je fais plus que mon âge. Alors, pourquoi je fais plus que mon âge? En quelques mots, je vais vous l'expliquer. Parce que la dernière fois que j'avais vu ma mère, c'était 3 mois avant qu'elle soit arrêtée. Ma mère est arrêtée en juillet, et 3 mois avant, c'est Pâques. Et pendant les vacances scolaires de Pâques, mes parents avaient souhaité que pour une fois, ça soit moi qui aille à Paris, plutôt que ce soit l'un d'eux qui vienne. Et il avait trouvé quelqu'un pour m'emmener, me faire venir à Paris, pour qu'on passe les fêtes de Pâques tous les 4. Et à ce moment-là, j'avais donc 12 ans et demi, comme je vous ai dit. Et ma mère m'avait dit, mais t'es une grande fille maintenant. Je trouve que tes petites bouclettes, là, ça fait bébé. Et ma mère me dit, je vais te peigner à la mode. Et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais su pourquoi. Ma mère m'a emmenée chez sa coiffeuse et m'a fait la coiffure que coiffaient les femmes pendant la guerre, que portaient les femmes pendant la guerre. C'est-à-dire, j'ai les photos, ceux qui veulent, je leur montrerai. C'est-à-dire les cheveux en hauteur. Alors, à 12 ans et demi, les cheveux en hauteur comme ça, j'en paraissais 14. Et quand j'arrive à Drancy, à 14 ans, 1 an et demi après, peignée comme ça, je fais ça dimanche 16 ans, et c'est pour ça qu'on m'a embêté pour la carte d'identité. Bon, on m'a embêté un bout de temps, puis après on a laissé tomber, on est passé à autre chose, et là on commence à nous parler. Et on commence à nous dire que nous allions partir dans quelques jours, sans donner de jours précis, nous allions partir dans quelques jours travailler dans des camps en Allemagne. Alors vous voyez, nous sommes en début 1944, et bien le mot Auschwitz est absolument inconnu en France. On n'a jamais entendu ce mot-là. On nous dit travailler dans des camps en Allemagne. Et on ajoute, pour calmer le jeu, on nous dit que ceux qui ont de la famille qui a été arrêtée avant eux, on va les rejoindre. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer combien ces paroles me réconfortent. Je suis sans nouvelles de ma mère depuis 1 an et demi, et on me dit maintenant que je vais la rejoindre dans un camp. Bon, d'accord. J'ai 14 ans, je suis un peu naïve. Mais il y a des grandes personnes aussi qui sont à côté de moi. Il y a des grandes personnes qui avaient aussi de la famille qui avait été arrêtée avant elle. Eh bien, je peux vous dire que tout le monde l'a cru. Vous savez, c'était quelque chose de tout à fait plausible. Vous savez, c'était comme on dit aujourd'hui, le regroupement des familles. Tout le monde a cru que c'était possible. Ça a remonté le moral à tout le monde, ça a apaisé tout le monde. Eh bien, vous savez, moi, je l'ai tellement cru que je n'ai pas ouvert les provisions que m'avait données ma nourrice. Je peux vous dire, je suis restée 1 semaine à Drancy. La nourriture était déjà très mauvaise et insuffisante, mais moi, je me suis dit, maman, ça fait 1 an et demi qu'elle est dans un camp, elle sera contente d'avoir des bonnes choses de la campagne, et j'ai gardé précieusement mes vivres sans les entamer. Et je reste, comme je vous dis, 1 semaine à Auschwitz, à Drancy. Alors, j'ai pas beaucoup de souvenirs de Drancy, à part qu'on allait le matin au pluche, et éplucher les quelques légumes qu'il y avait dans la soupe. Vous savez, à partir du moment où on nous dit ça, comme on nous dit ça dès le lendemain, moi, je planais complètement. Hein. Je peux vous dire que je me suis même pas rendu compte de ce qui se passait, la crasse où on dormait. C'était vraiment... Il y avait déjà un manque d'hygiène, c'était déjà... très mauvais, mais moi je planais, j'avais qu'une hâte, c'est qu'on parte, que le départ arrive et que je puisse aller rejoindre ma mère. Et ça arrive. Et le 9 février,
on nous dit demain matin vous allez être déportés, et là, c'était la coutume.